Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien avec ce retour du mois de la fête de Korité. Je pense que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, comme ça a été déjà affiché pendant un certain temps, nous allons réfléchir sur un sujet de dissertation bien défini, euh, lequel s'intitule L'homme serait-il uniquement défini par sa nature? Je reprends, le sujet est le suivant. L'homme serait-il uniquement défini par sa nature? Donc, c'est le sujet sur lequel nous allons réfléchir. J'aimerais d'abord vous préciser les quelques objectifs spécifiques, hein, durant ce cours. D'abord, il faudrait comprendre que c'est un sujet de dissertation et les objectifs à atteindre, c'est de vous permettre, de bien comprendre les éléments de l'introduction, de bien rédiger l'introduction, mais aussi de comprendre les éléments du développement, de les bien rédiger, ainsi que la conclusion. Je vais mettre plus d'accent sur l'introduction, sur les différents éléments de l'introduction, et surtout sur deux parties essentielles, l'amorce et la problématique. Parce que toutes les difficultés que vous avez eues, souvent c'est au niveau de l'amorce, mais au-delà de ça aussi de la problématique. Et j'aimerais qu'on puisse résoudre ce problème une bonne fois. À beau apprendre vos cours, quelle que soit votre capacité d'apprentissage ou de compréhension des cours, si vous n'avez pas maîtrisé la méthodologie de la dissertation, alors vous ne pouvez pas en sortir. Ceux qui vont s'en sortir seront ces gens-là qui ont au moins une certaine maîtrise de la méthodologie. Donc, on va beaucoup maximiser sur la méthodologie, surtout sur la problématique et l'amorce du sujet. Donc, ce sont les deux points sur lesquels vraiment nous allons plus miser. Et l'autre chose, le second objectif, euh, tous ces élèves qui sont là, ici, à la fin de ce cours, normalement, vous ne devrez plus avoir un problème de dissertation. Si vous avez des problèmes, des difficultés, encore une fois, c'est le moment de les poser. On réfléchit là-dessus, on trouve une solution. On n'invente pas. La dissertation philosophique, on ne l'invente pas. Ce sont des règles qu'il faut tenir en compte. Il n'y a pas plusieurs méthodes, il n'y a qu'une seule méthode. La preuve en est que ce cours est disponible et ouvert pour tout le monde. J'insiste là-dessus, il n'y a pas plusieurs méthodes en philo. Il n'y a qu'une seule méthodologie. Que ce soit en dissertation, il y en a une. Commentaire aussi, il n'y a qu'une seule méthodologie. Et donc, il faut qu'on s'entende sur ça. Et vous allez voir que tout se passera très bien. Encore une fois, aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça sera plus pratique. Suivez attentivement et le reste, ça ira. Est-ce que ça va? Avant que je n'entre dans le vif du sujet. Est-ce que ça va? Celui qui veut parler n'a qu'à lever juste sa main. D'accord, je vais continuer donc. Je vous rappelle le sujet. L'homme serait-il uniquement défini par sa nature? C'est ça le sujet. Et la fois dernière, je vous l'avais dit, quand on vous donne un sujet, il y a des règles à suivre. Premièrement, posez-vous la question suivante. Le sujet qu'on m'a donné, est-ce que c'est un sujet de type affirmatif ou bien de type interrogatif? C'est important. Si c'est un sujet de type interrogatif, la première règle, avant même de commencer à définir les concepts, transformez l'interrogation en affirmation. Le sujet est en interrogation, transformez cette interrogation en affirmation et vous aurez une phrase affirmative. Et dans ce cas, appliquons ça avec ce sujet. Nous aurons ceci. L'homme serait uniquement défini par sa nature. Donc, c'est ça l'affirmation. Et ça sera la thèse aussi c'est ça aussi la thèse du sujet. Cette affirmation-là, c'est ce que vous appelez thèse. Ça, c'est la première règle. Maintenant que vous avez l'affirmation, la thèse, deuxième règle, cherchez le thème du sujet, le thème. Et pour trouver le thème, c'est simple. Posez-vous la question suivante. De quoi il est question dans ce sujet? On va chercher le thème du sujet. Et donc, pour trouver le thème, pourquoi cette question? Parce que chaque sujet qu'on vous donne, encore une fois, c'est une thèse. Mais la question à se poser est la suivante. À partir de quel thème, à partir de quel problème
cette thèse a été avancée. La thèse que vous voyez n'est qu'une thèse parmi autant d'autres qu'on peut avancer. Mais quand vous trouvez le thème, dans l'immédiat, vous trouvez en même temps le problème. Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi je vous ai dit, cherchez à trouver le thème d'abord. Donc dans ce sujet, il est question de quoi? Un élève peut me dire que dans ce sujet, il est question, il est question de la nature de l'homme. Quelqu'un d'autre peut aussi me dire, dans ce sujet, il est question de l'identité de l'homme. Puisqu'il est question de la nature de l'homme, de l'identité de l'homme, là, on a le thème. Et on comprend pourquoi cette thèse a été avancée. Donc, la thèse qui a été avancée s'inscrit dans le cadre de ce problème, s'inscrit dans le cadre de cette question philosophique, un débat portant sur la nature de l'homme. Donc, le débat porte sur la nature de l'homme. Voilà pourquoi vous avez une thèse qui a été avancée, qui est celle de vouloir définir l'homme à partir de sa nature. Donc, quand vous avez le thème, tout de suite, vous avez ce qu'on appelle la question philosophique. Le, le problème philosophique peut être formulé sous forme de question ou sous forme d'interrogation. Mais maintenant, à partir de ce même thème, vous pouvez faire votre amorce. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce thème-là, vous pouvez faire votre amorce et je vais vous montrer comment on le fait. Maintenant, dans le travail de brouillon, vous avez votre thèse. À partir de cette thèse, vous avez cherché, comment dirais-je, le thème, c'est-à-dire la question philosophique. Maintenant, à partir de ce même thème, quelle autre thèse pouvez-vous avancer? Ou quelles sont les autres thèses que nous pouvons avancer? Là, puisque j'ai le thème, maintenant j'ai une idée sur le débat. J'ai la thèse qui est là. L'homme se définit par sa nature. Ou l'homme se définit uniquement par sa nature. Donc, je cherche l'antithèse. J'aime pas trop dire antithèse, mais ce n'est pas grave. Euh, L'antithèse. L'antithèse ici, on peut proposer ceci. Puisque dans le sujet, dans la thèse, c'est dit que euh, la nature biologique définit l'homme. Ou encore, l'homme se définit par sa nature biologique. L'antithèse, quelqu'un d'autre peut dire, pour moi, l'homme se définit, ou bien l'homme peut être défini par sa culture. Donc, quelqu'un peut dire ça. C'est une thèse qui a été avancée. La première thèse dit que l'homme se définit par sa culture et nature. Une autre personne peut dire, pour moi, l'homme se définit par sa culture. Et quelqu'un d'autre peut donner une autre perspective différente des deux, ou bien qui résume les deux. Donc, ce que je vais nommer ici, synthèse. Je nomme ça synthèse. Quelqu'un d'autre peut dire pour moi, l'homme a une double nature. Il se définit à la fois par la nature, mais aussi par la culture. Dans ce cas, on peut dire que l'homme peut être défini par la nature et la culture. Ce qu'on appelle un être bioculturel. Et donc, on peut dire que l'homme est un être bioculturel. Entre parenthèses, je mets ici être un être bioculturel. C'est un être bioculturel. Donc, vous voyez tout de suite, vous avez trouvé le thème, toutes les thèses s'affichent en fait. Toutes les thèses sont claires. Donc, le débat, encore une fois, tourne sur la question de l'identité de l'homme ou encore sur la question de la nature de l'homme. Comment définir l'homme? Quelqu'un d'autre peut aussi dire que dans ce sujet, les questions de la définition de l'homme, oui, c'est aussi vrai. Comment définir l'homme? Problème philosophique. L'homme se définit-il par sa nature biologique? Question de thèse. Ou encore, ne peut-on pas dire que l'homme se définit par sa culture? Question d'antithèse. Au-delà de ces deux thèses, ne peut-on pas dire que l'homme est un être bioculturel? Question de synthèse. Donc là, votre problématique, elle est déjà assurée. Mais maintenant, ce qui reste, c'est juste l'amorce. L'amorce. Et poser le sujet. Poser le sujet puisque le sujet est entre les guillemets. Donc ça, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, puisqu'on a fait un travail de brouillon tout de suite là, en cherchant le thème qui nous a permis d'avoir les différentes parties, maintenant, on va vérifier étape par étape notre introduction. D'abord, en tant qu'élève, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord régler mon amorce, puisque l'introduction est composée d'amorce, poser le sujet et la problématique. Je vais écrire amorce. Dans mon brouillon, je vérifie. Est-ce que mon amorce
elle est bien faite. Quand j'écris l'amorce, on me dit à partir de mon thème, je peux vraiment faire mon introduction. Mais c'est simple. Je peux dire, par exemple, comme là, j'ai fait une petite proposition de correction. Quelqu'un d'autre peut venir dire sur la question, sur la question, vous mettez le thème, puisqu'on a le thème du sujet. Sur la question de la nature de l'homme, virgule, il y a eu des débats. Point. Sujet, verbe, complément. Mais pourquoi il y a eu des débats? Car, car plusieurs perspectives sont avancées. Point. Quelles sont ces perspectives? D'après, d'après certaines perspectives, virgule, l'homme se définit par sa nature animale. Or, selon d'autres perspectives, selon d'autres perspectives, c'est la culture. Non, je change là. Au lieu de mettre ici la culture, j'ai par ça, j'avais voulu mettre ici culture. Voilà, par sa culture. Et là, je termine par la nature. Pour d'autres perspectives, c'est la nature qui définit l'homme. Pourquoi j'ai terminé avec cette dernière perspective? Pourquoi j'ai changé? Au lieu de, au lieu de conserver culture en haut et la nature en haut et la culture en bas. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'en fait, j'ai terminé avec la dernière conception, justement parce que la thèse du sujet s'inscrit dans ça. C'est dans cette perspective que s'inscrit que s'inscrit le sujet. Voilà pourquoi vous créez souvent, vous formulez souvent des transitions, comme par exemple, c'est dans ce contexte, c'est dans cette perspective. Effectivement, la perspective dans laquelle s'inscrit notre sujet, c'est cette dernière perspective-là. Voilà pourquoi souvent vous pouvez même dire, c'est dans cette dernière thèse que s'inscrit notre sujet. Pour montrer au correcteur, le débat qui tourne autour de la nature de l'homme ou de l'identité de l'homme, il y a eu des thèses. Mais la thèse qui correspond à notre sujet, c'est cette dernière thèse-là. Voilà pourquoi j'ai terminé par cette dernière thèse. Là, vous avez déjà assuré votre amorce. On va vérifier étape par étape pour vous confirmer que la dissertation philosophique n'est pas une invention ni tâtonnement. Ce sont des règles. Là, j'ai fait une amorce historique, en procédant par contexte historique. Quelqu'un peut faire une amorce définitionnelle, c'est-à-dire définir les concepts. Quelqu'un d'autre peut amener le sujet par citation ou encore par constat. Moi, j'ai fait mon amorce en partant d'un contexte historique. Et là, j'ai mon thème. Dans le contexte historique aussi, vous pouvez commencer par définir les termes. Après, vous posez les différentes conceptions qui ont été avancées. Donc là, j'ai réglé mon amorce. C'est sûr que mon amorce est là. Je l'ai déjà réglé. Puisque c'est la première étape. Ou bien encore, quelqu'un peut dire, au lieu de dire sur la question de la nature de l'homme, quelqu'un aussi peut dire, par exemple, la question de l'identité de l'homme a toujours interpellé les philosophes ou les penseurs, car celle-ci semble être relative. Si certains intellectuels ou penseurs définissent l'homme comme un être culturel, par contre, pour d'autres, l'homme serait défini par sa culture. Mieux encore, d'autres conçoivent l'homme comme un être bioculturel. Donc, vous avez énormément de possibilités, de formules. Il faut que vous compreniez cela. Ça doit être fixe à n'importe quel sujet qu'on vous donne. Cherchez d'abord à travailler. Et d'ailleurs, c'est le grand travail que nous allons faire avant même le bac. On va toujours travailler sur comment trouver le thème du sujet. Parce que quand vous trouvez le thème du sujet, c'est fini. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Il vous arrive parfois au bac, on vous donne des sujets où vous allez rencontrer des concepts un peu compliqués.
Donc, vous ignorez leur sens. Pour, pour au moins éviter de faire hors sujet à partir d'un seul concept, là, concentrez-vous sur le thème. Parce que quoi que l'on puisse dire, vous ne pouvez pas ne pas trouver le thème. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver la problématique. Vous n'allez pas formuler une bonne problématique. Le thème doit forcément apparaître. Même au niveau de la mort, si vous la sautez, en définissant uniquement les termes, au niveau de la problématique, le problème doit apparaître. C'est le problème qui mesure, c'est la carte qui valide même le travail de l'élève ou la compréhension de l'élève. Et donc, nous allons beaucoup travailler. Je vous donnerai des techniques, des clés qui vous permettront de trouver le thème du sujet. Est-ce que vous comprenez? Alors là, j'ai assuré mon amorce. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi régler la partie poser le sujet. Là, ce n'est pas compliqué. Soit il vous a été autorisé de mettre le sujet entre guillemets, c'est-à-dire en le recopiant textuellement, si le sujet est court, soit de reformuler le sujet en faisant disparaître les guillemets si le sujet est long. Mais souvent, les sujets qu'on vous donne au bac, c'est des sujets qui sont courts. Donc, pour éviter certaines erreurs, mettez le sujet entre guillemets. Tant que vous n'êtes pas sûr, mettez le sujet entre guillemets. Mais si vous êtes sûr, vous pouvez enlever les guillemets et reformuler. Donc, j'ai réglé mon amorce. Maintenant, je vais procéder par la partie poser le sujet. J'écris aussi sur mon brouillon. Posez-le, posez le sujet. Parce qu'il faut être sûr d'abord que toutes les élèves, toutes les parties de l'introduction sont là, présentes. On va vérifier étape par étape. Donc, posez le sujet. Je mets entre guillemets, mais pour poser le sujet, il faut une transition. J'ai dit, c'est d'ailleurs dans cette dernière thèse que s'inscrit, c'est dans cette dernière thèse que s'inscrit ce sujet. Je mets deux points, j'ouvre les guillemets, je recopie le sujet textuellement, je ne change rien. L'homme serait-il défini, serait-il uniquement défini par sa nature? Point d'interrogation, ce n'est pas à l'extérieur des guillemets, mais c'est à l'intérieur. Et là, je ferme les guillemets. Je ne mets pas point après. Le point d'interrogation est une ponctuation. Ne mettez pas point d'interrogation, après vous mettez point. Non. Donc là, j'ai posé le sujet et je vais le reformuler. Même si la reformulation n'est pas une obligation, mais il y a des profs qui veulent que les élèves reformulent. Donc, reformuler. Après avoir posé le sujet, je reformule, je dis, autrement dit, autrement dit, virgule, la nature animale et l'identité de l'homme. La reformulation peut se faire par affirmation ou bien par interrogation. Moi, j'ai choisi la voie de l'affirmation. Quand on me dit que l'homme serait-il uniquement défini par sa nature, j'ai dit, autrement dit, la nature animale, je mettrai même, est la seule identité de, je vais vous expliquer pourquoi j'ajoute la seule. Où je mets ici, seule la nature animale définit, seule la nature animale définit l'homme. J'ai fait tout pour être fidèle au concept du sujet, au terme, au sens du sujet. Pourquoi j'ai mis seul? Parce que j'ai fait allusion à uniquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le piège qui est dans le sujet, uniquement, l'adverbe uniquement. Voilà pourquoi j'ai mis, autrement dit, seule la nature animale définit l'homme. Donc, la présence de cet adverbe exclut toute autre possibilité. Et donc, vous allez se le sentir au niveau de la problématique. On va faire disparaître l'adverbe. Chaque sujet qu'on vous donne, s'il y a la présence de l'adverbe, c'est un piège. Il faut faire disparaître l'adverbe. Parce que si vous écrivez le sujet comme ça avec un adverbe, ça veut dire que tout ce que vous allez donner comme point de vue sera en contradiction. C'est ça qu'on appelle contradiction. Le principe de non-contradiction tel que formulé par Aristote. Il ne faut jamais se contredire. C'est d'ailleurs la première règle dans la logique aristotélicienne. On ne se contredit jamais. C'est un principe qui dit qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire il fait jour et il fait nuit en même temps. Ce n'est pas possible.
Donc, éviter la présence des adverbes, c'est un piège. Il faut les faire disparaître. Les adverbes comme nécessairement, toujours, uniquement, faut-il, les expressions comme faut-il, doit-on, il faut les faire disparaître. Cherchez toujours une phrase particulière. N'adoptez jamais une phrase universelle. Sinon, vous allez vous contredire à partir de l'introduction. Plus précisément au niveau de la problématique. Je vous expliquerai comment on va faire pour échapper à ce piège-là. Alors, là, c'est la reformulation. On a posé le sujet. Maintenant, on va passer à la troisième étape, problématique. J'ai fait l'amorce, j'ai amené le sujet, j'ai posé le sujet, je dois dégager la problématique. Je mets ici problématique. Il faut que je m'assure, dans mon brouillon toujours, problématique. Alors, la problématique, concept qui ruine ou bien qui fait peur même à certains élèves, pour ne pas dire à tous les élèves. On va dire problématique, on va dire problème, question philosophique. Finalement, beaucoup d'élèves se perdent. Retenez bien ceci. La problématique, comme je vous l'ai dit la fois dernière, c'est un ensemble de questions formulées à partir d'un problème philosophique, à partir d'une question centrale. Cette question centrale, souvent, c'est ça que vous appelez question philosophique ou encore problème. C'est une question neutre, c'est la question d'ouverture. Et ce problème n'est rien d'autre que le thème du sujet, qu'il faut juste transformer sous forme de question. Vérification. Je vous donne un exemple. Dans le commentaire en philosophie, les étapes de l'introduction, on vous demande de préciser le thème d'abord. Après avoir précisé le thème, le problème vient. Après le problème, la thèse vient. Et ensuite, la structure. Regardez, pour la problématique aussi. Il faut d'abord transformer ce thème, parce que ce que vous appelez problème, ce n'est rien d'autre que la transformation du thème sous forme de question. Et vous avez le problème. Et à partir de cette question, la thèse s'ensuit. Et donc, il n'y a pas de thèse sans problème. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi souvent, quand vous manquez le problème philosophique dans votre dissertation, on ne vous tolère pas. C'est la partie sensible. Parce qu'avant de donner ton point de vue, il faut qu'il y ait un problème qui soit là. Il faut qu'il y ait un sujet qui soit, un problème qui soit là. S'il n'y a pas de problème, mais comment tu peux donner ta thèse? Ce n'est pas possible. Donc, toute thèse donnée, chaque sujet donné, tous les sujets qu'on vous donne ne sont rien d'autre que des thèses. Mais maintenant, la question qui se pose, à partir de quel thème cette thèse a été avancée? Si vous avez le thème, vous le transformez sous forme de question, vous avez ce qu'on appelle le problème. Le problème peut être formulé sous forme de question ou bien sous forme d'affirmation. Alors, ça, c'est la partie théorique. Pratiquement, ça donne, du point de vue, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça donne? On a déjà réglé ça dans le brouillon. Je vous ai, je vous ai dégagé le thème. Je vous ai dégagé le plan. Le thème ici, c'était quoi la nature de l'homme ou encore quelqu'un peut dire la définition de l'homme, quelqu'un peut dire aussi l'identité de l'homme. Alors ici, nous allons formuler la question suivante. C'est la question philosophique. J'ai mis ici même problème. Quel est le problème? Comment, comment définir, comment définir la nature de l'homme? Ou comment définir l'identité de l'homme? Comment définir l'identité de l'homme? Ou bien quelqu'un aussi d'autre peut dire comment définir l'homme. Mais puisque dès l'entête, je vous l'avais dit, prenez le thème, transformez-le sous forme de question, vous avez le problème. Ou bien, à défaut de ça, vous ne transformez pas le thème sous forme de question, vous le laissez comme ça. Vous pouvez aussi formuler votre problème philosophique. Donc ici, comment définir l'identité de l'homme? Quelqu'un d'autre peut dire, ce sujet nous invite à réfléchir sur la définition de l'homme ou bien sur la nature de l'homme. Mais ici, on a choisi le problème sous forme de question. Comment définir l'identité de l'homme? Ça, c'est ce qu'on appelle le problème. C'est une question neutre. Et maintenant, c'est à partir de ce problème philosophique que toutes les thèses vont surgir. C'est à partir de cette question que les points de vue seront avancés. Donc ça, c'est le problème philosophique. Comment définir l'identité de l'homme? Maintenant, on va formuler la question de la thèse. Et la question de la thèse, on l'avait déjà formulée. Là, on continue. L'homme, je mets ça en couleur. L'homme se définit-il par par sa nature, Annie, par sa nature animale? Ça, c'est une question formulée pour la thèse. Question de la thèse. L'homme se définit-il?
par sa nature animale. Vous avez vu, j'ai fait disparaître le uniquement. Je n'ai pas mis uniquement. Je l'ai fait disparaître. L'homme se définit-il par sa nature animale? Point d'interrogation. Cette question, c'est pour la thèse. Encore une fois, ne confondez pas la première question et la deuxième. La première question, c'est pour le problème philosophique. La deuxième question, c'est pour la thèse. Maintenant, une autre question pour l'antithèse. Je dis, ne peut-on pas dire, ne peut-on pas aussi dire que la culture définit, que la culture définit l'homme? Cette question, c'est pour l'antithèse. Une autre question pour la synthèse. J'ai dit, ou encore, ou encore, l'homme ne serait-il pas un être bioculturel? Là, j'ai ma problématique. Maintenant, c'est toutes ces questions-là qu'on appelle problématiques. Depuis le problème, la question du problème, jusque-là, c'est tout ça, l'ensemble de toutes ces questions-là qu'on appelle problématiques. Voilà pourquoi je vous ai défini la problématique en se référant effectivement à notre très cher collègue Kitan dans son livre, Manuel philosophique. Il définit la problématique comme suit. La problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour d'un problème philosophique, autour d'une question philosophique. Donc, la question philosophique est là. Comment définir l'identité de l'homme? L'ensemble des questions que l'on a posées sont là. Voilà pourquoi la problématique s'est définie comme l'ensemble des questions que l'on pose autour d'une question philosophique qu'on appelle le problème. Maintenant, après avoir posé toutes ces questions, soit vous faites une phrase de clôture, parce qu'une bonne problématique fait l'objet d'un plan, ou bien vous annoncez aussi le plan, vous avez le choix. Si vous voulez vous arrêter là en considérant votre problématique comme déjà un plan, dans ce cas, il faut ajouter une phrase de clôture. Par exemple, vous pouvez dire, c'est autour de ces questions que nous allons mener notre développement. Là, vous avez, vous avez formulé une phrase de clôture. C'est autour de ces questions que nous allons mener notre développement. Ou bien vous dites, notre développement s'articulera autour de ces questions. Donc, vous avez énormément de formules à utiliser. Ou encore, quelqu'un d'autre peut dire, voilà les questions autour desquelles nous allons mener notre réflexion. Donc, vous avez énormément de possibilités. Soit, à partir de là, vous allez maintenant annoncer le plan en disant, pour répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps montrer en quoi l'homme serait défini par sa nature animale. Dans la deuxième partie, montrer aussi que l'homme peut être défini par sa culture. Et enfin, nous pouvons adopter l'hypothèse selon laquelle l'homme est un être bioculturel. Là, vous avez annoncé le plan. Donc, les deux cas sont possibles. Soit vous faites une bonne problématique accompagnée d'une phrase de clôture, ce qui fera déjà l'annonce du plan. Soit vous posez des questions, mais en même temps, vous annoncez le plan, puisqu'il y a des profs qui insistent. Mais moi, je vous recommande, puisqu'il y a des profs qui ne sont pas du tout compréhensibles, formulez le plan, annoncez le plan. Ça vous épargnera au moins des problèmes. Mais pour les profs qui n'insistent pas trop sur le plan, s'ils sont d'accord en classe avec une bonne problématique, mais faites-le et accompagnez ça avec une phrase de clôture. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de comprendre sur la partie appelée introduction. Et donc, je répète, je résume tout ce qu'on a dit à propos de l'introduction d'une dissertation philosophique. À chaque fois qu'on vous donne un sujet de dissertation, dites-vous que ce sujet est une thèse. Transformez, si le sujet est sous forme de question, transformez l'interrogation en affirmation, vous avez la thèse. Deuxième question à se poser. À partir de quel thème cette thèse a été avancée? Car chaque thèse avancée découle directement d'un thème. Et pour trouver le thème, qu'est-ce qu'il faut faire? Poser la question suivante. De quoi il est question dans ce sujet? L'exemple de ce sujet-là, il est question de la définition de l'homme, il est question de l'identité ou encore de la nature de l'homme. Quand je trouve mon thème,
Alors, j'ai la thèse, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais chercher les autres thèses possibles. C'est ainsi que nous avons formulé une autre thèse que l'homme peut aussi être défini par sa culture. Parce qu'en classe, quand vous avez fait le cours avec votre prof sur nature et culture en rapport avec l'homme, on vous a parlé de ces trois perspectives qui ont été avancées par des penseurs. Tout le débat qui a eu lieu sur le rapport entre nature et culture, vous pouvez, ici, par exemple, dans ce sujet, vous ne pouvez pas parler directement du rapport entre nature et culture. Pourquoi? Parce que le mot culture ne figure pas. Il faut être fidèle au sujet. Ce n'est pas parce que le cours est intitulé nature et culture que le sujet est là qu'il faut mettre uniquement nature et culture. Non, restez fidèle au sens du sujet. Ici, il y a deux concepts qui sont mis en œuvre, l'homme et la nature. Et on suppose que la nature définit l'homme. Est-ce la seule thèse possible? Non. On peut aussi dire que l'homme se définit par sa culture. Et une troisième voie qui a été avancée durant le cours, c'est que au-delà de ces deux thèses qui semblent, je dis bien, qui semblent être en contradiction ou en opposition, il y a une troisième voie qui est la voie de la réconciliation. Autrement dit, l'homme ne se définit pas exclusivement ou encore uniquement par sa nature ou bien uniquement par sa culture. Voilà pourquoi je vous ai dit la présence de cet adverbe. J'ai fait exprès de l'insérer, c'est pour attirer votre attention. Parce que quand vous allez dire dans votre thèse que l'homme se définit uniquement par sa nature animale, là, vous ne pouvez rien dire pour l'antithèse ni pour la synthèse. Qu'est-ce que cette phrase signifie? En français, quand on dit que l'homme se définit uniquement par sa nature, cela signifie que le seul élément, le seul facteur qui définit l'homme, c'est sa nature. Autrement dit, il n'existe aucun autre facteur qui peut définir l'homme. Or, il s'avère que cela n'est pas possible, n'est pas vrai du tout. Parce que l'homme aussi, son identité se définit, se décline par sa culture. Et qu'est-ce que la culture? La culture n'est rien d'autre que tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a ajouté dans la nature. C'est ça qu'on appelle culture. Exemple, le langage qui me permet aujourd'hui de communiquer avec vous relève de la culture. Et culture, c'est ce qui est créé. Et culture, c'est ce que l'homme a mis en place. Donc, le langage étant créé par l'homme relève de la culture. C'est un élément culturel. Les appareils que nous utilisons pour communiquer avec vous, ce même tableau, les écritures que vous voyez, relèvent de la culture parce que c'est de la science. Or, la science n'existe pas en soi, mais la science est une création de l'homme. Donc, toutes les formes de connaissances que l'homme a créées relèvent aussi de la culture. Que ça soit, je ne sais, que ça soit du point de vue artistique, que ça soit du point de vue scientifique, il y a toujours des éléments que l'homme a créés. Donc tout ça, c'est la culture. Donc là aussi, l'homme se définit par sa culture parce que la culture est propre à l'homme. Ça appartient à l'homme. Donc ça aussi définit l'homme. L'homme aussi est un être culturel. L'homme met en place des codes sociaux. L'homme crée des traditions. L'homme crée des coutumes. L'homme a créé comment énormément d'outils, des machines. L'homme a créé le langage. Et donc, l'homme a créé aussi des concepts. L'homme a transformé la nature à partir de ses propres éléments qu'il a mis en place. Donc, tous ces éléments-là sont appelés culture. Et donc, et culture, pour vous faciliter la tâche, tout ce que l'homme a créé, tout ce qui n'existait pas dans la nature et que l'homme a ajouté, c'est ce qu'il convient d'appeler culture. Même les sports, c'est la culture. Donc tout ça, c'est la culture. Mais maintenant, dans le sujet, puisqu'on vous a dit que l'homme se définit uniquement par sa nature, qu'est-ce qu'il faut entendre par nature? La nature animale n'est rien d'autre que tout ce qui se trouve en l'homme sans qu'il ne soit le propriétaire de ces éléments-là. Tout ce que l'homme n'a pas créé, tout ce que l'homme a trouvé, que ce soit à l'extérieur ou bien en lui-même, l'homme lui-même de prime abord, je dis bien de prime abord, à première vue, est un être animal. Pourquoi? Parce qu'il est équipé, il est doté d'éléments qui ne lui appartiennent pas. Il a été créé et il ne s'est pas créé. Puisqu'il a été créé en étant doté des éléments effectivement complexes,
Alors, c'est des éléments que l'homme n'a pas créés, qu'il a trouvés en lui. Ce sont des éléments que l'on appelle, encore une fois, la nature. L'autre chose, on a trouvé des choses ici ensemble. Les étoiles relèvent de la nature. Les arbres relèvent de la nature. Le ciel, l'eau relèvent de la nature. Vous-même qui êtes là, ici aujourd'hui, nous sommes des éléments aussi de la nature parce qu'on a été créés par la nature. Et donc, à ce niveau, on est aussi des êtres de la nature. Même si on crée aussi. On a créé ce qu'on a créé et appelé culture. On nous a créé ce que nous avons créé, trouvé sur place ici et appelé aussi la nature. Et donc, est-ce que nous sommes uniquement des éléments de la nature? Non. Nous sommes des éléments de la nature, certes, mais aussi nous sommes des éléments de la culture. Et donc, tout ce que nous avons trouvé sur place, tout ce qui se trouve en nous et qu'on n'a pas créé, on peut l'appeler aussi l'inné. Ce qui se trouve en nous est appelé inné. On est né avec, d'où l'innéisme. C'est une doctrine, l'innéisme. Ce sont des choses que nous n'avons pas créées. Notre cerveau, nous ne l'avons pas créé. Nos yeux, nous ne les avons pas créés. Nos pieds, ainsi de suite. Donc ça, c'est inné. On est né avec. Tout ce à quoi on est né est appelé nature. Tout ce qu'on a trouvé sur place et qui n'est pas propre à nous, en tant qu'homme, est appelé aussi nature. Donc la nature est à la fois extérieure et intérieure. Interne nous-mêmes, extérieur, tout ce que l'on a trouvé, comme la terre, les planètes, ainsi de suite. Les arbres, les fruits que nous mangeons, ce n'est pas nous qui les avons créés. Vous comprenez? Mais l'homme, à partir de sa connaissance, il transforme la nature, les éléments de la nature, pour au moins mettre en place d'autres éléments. Ce sont ces nouveaux éléments que nous appelons la culture. Donc la culture, à un moment donné, relève de la nature, n'est qu'une projection, n'est qu'un prolongement, n'est qu'une transformation des éléments de la nature. Exemple, peut-être que vous êtes assis sur une chaise ou bien vous êtes sur votre lit. Visualisez l'outil sur lequel vous êtes assis. Visualisez-le. L'habit même que vous avez porté, visualisez-le. Allez, regardez la couleur même de votre habit. Cet habit que vous avez porté, là, 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 a été créé par quelqu'un, par un artiste. L'habit que vous avez porté n'existait pas en soi. Vous ne l'avez pas trouvé dans la nature, mais ça a été créé par un homme. Regardez bien l'habit. Les chaussures même que vous avez portées là, 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 là. Regardez vos chaussures. Ces mêmes chaussures-là aussi ont été créées. Donc ça aussi, c'est de la culture. Mais en même temps, maintenant, regardez vos mains. Regardez les doigts, vos doigts. Regardez-les. Oui, allez-y. Laissez le bic. Regardez encore. Encore concentrez-vous. Regardez votre propre corps. Voilà. Vous voyez ça? Ça relève de la nature. Personne ne l'a créé. L'homme ne l'a pas créé. Mais ça a été créé par un autre être supérieur. Peut-être dans d'autres religions, on peut appeler Dieu, ou encore quelqu'un d'autre peut appeler par tout court un être supérieur, ou bien un Bouddha. Donc ça relève de la nature. Donc vous voyez, vous avez l'habit qui représente l'élément culturel que l'homme a créé, mais en même temps votre propre corps ou votre propre faculté qui me permet d'entendre. Par exemple, vos oreilles qui m'entendent là, qui m'écoutent, relève de la nature. Donc on est à la fois des êtres naturels et culturels. Voilà pourquoi la troisième voie aussi a été formulée, d'où l'idée d'un être comme étant un être bioculturel. Et donc, dans votre cours, ce sujet s'inscrit effectivement dans le cours nature et culture, en relation avec l'homme. L'homme serait-il un être culturel, naturel, ou encore si c'est un être bioculturel? Si c'est un être naturel, quels sont les arguments? Et là, comme je vous l'avais dit la fois dernière, inscrivez-vous, créez votre propre compte. Vous n'allez pas le regretter. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contenus qui se trouvent dans cette plateforme. Il suffit de créer votre propre compte. Vous avez accès à tous les cours, tous les contenus possibles. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas hypocrites, s'il vous plaît. Il y a certains de vos amis qui ne sont même pas au courant. Il faut partager. Partager quoi entre élèves? Il faut aussi voir vos amis réussir leur bac. Et donc, ça se passe ici sur cette plateforme. Créez votre propre compte. Partagez avec vos amis. Vous avez tout le cours. J'ai traité. J'ai proposé une correction de l'introduction jusqu'à la conclusion. Vous avez accès à tout le contenu. Vous n'avez même pas besoin de photographier tout ça. Non, non, non. Il suffit de créer votre compte et vous avez tous les supports de cours
que ça soit mathématiques, que ça soit philosophie, que ça soit anglais, français. Vous avez tous les contenus. Et en restant même à la maison, vous apprenez. Et donc ça, c'est vraiment un élément. Je ne vais pas m'attarder même sur les arguments avancés parce que tout est là développé. On a pensé à vous. Encore une fois, cette plateforme a pensé jusqu'au moindre des difficultés des élèves. Tous les soucis que vous avez. Parce que d'autres te diront, je manque d'arguments. Effectivement, dans le cours de philosophie, on ne peut pas vous donner toujours des arguments, mais on vous donne juste des canevas. Et les sujets qu'on vous donne, ce sont des sujets de bac. Tous ces sujets-là que vous voyez, c'est des sujets de bac. Donc, si déjà vous comprenez comment ça marche, rassurez-vous, vous avez votre bac dans votre poche. Mais toujours avec la rigueur qu'il faut. Suivez attentivement, créez encore une fois votre propre compte. Donc, le cours sur nature et culture, encore une fois, n'est pas du tout compliqué. C'est très simple. C'est très simple. Comprenez que le débat, effectivement, tourne autour ici, dans ce sujet, bien entendu, de la définition de l'homme ou encore de son identité ou encore de sa nature. Et maintenant, pour démontrer effectivement cette thèse selon laquelle l'homme serait défini par sa nature animale, il y a énormément de philosophes, il y a énormément de courants qui ont donné qui ont donné leur position, qui ont avancé des arguments. Là, je fais allusion à l'évolutionnisme de Charles Darwin dans son livre intitulé Origine des espèces par la sélection naturelle. Darwin, effectivement, définit l'homme comme un être défini par commandé par sa nature animale. L'environnement, selon Darwin, définit complètement l'homme. Donc là, d'où la théorie de l'évolutionnisme. L'homme évolue dans son environnement par la nature. Et donc, du coup, l'environnement a un impact sur l'identité de l'homme, sur la nature de l'homme. Un exemple, vous qui êtes peut-être à Saint-Louis ou bien à Diourbel ou encore dans un autre endroit, vous n'avez pas forcément les mêmes comportements que ceux qui sont là ici à Dakar. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas évolué dans le même environnement. Donc, l'environnement a un impact sur le psychisme ou sur la psychologie de l'homme. L'environnement nous façonne, nous détermine. Donc, c'est un facteur déterminant aussi. Si on n'a pas été éduqué dans le même environnement, il y a, il y a une forte chance qu'on n'ait pas les mêmes attitudes ou habitudes. Donc, l'environnement a un impact sur nous. Ça aussi, c'est important. La nature a un impact sur nous. Et là, on peut évoquer effectivement l'évolutionnisme avec Charles Darwin ou encore le transformisme. Je fais allusion ici à Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, ou bien Charles Darwin. Que ce soit le transformisme, c'est un courant effectivement épistémologique. hein. Il y a aussi l'évolutionnisme de Charles Darwin, qui est aussi un courant épistémologique ou encore philosophique, qui définit l'homme comme un être cultu, comme un être naturel. Donc ça aussi, ce sont des éléments vraiment à tenir en compte. Maintenant, la thèse, la thèse culturelle, ça aussi, il y a énormément d'arguments. Vous n'avez pas forcément besoin, c'est ce que je dis très souvent, le domaine 2, juste, n'est qu'une question de culture générale. Avec tous les éléments que nous venons de citer, si vous êtes d'accord avec moi que la culture, c'est tout ce que l'homme a créé, mais vous ne pouvez pas manquer d'arguments. L'homme aussi se manifeste, l'homme s'exprime à travers sa création. Un exemple, quand vous faites un bon boulot, un bon travail, et qu'on vous donne une très bonne note, la réussite, mais vous dites que je suis brave, vous allez dire en tant qu'élève, je suis brave, je suis intelligent. Oui, c'est le fruit de votre travail. Donc, vous voyez, à partir de votre propre création, de votre propre travail, vous arrivez à vous exprimer. Vous dites que vous êtes bien à partir de votre résultat. Le maçon aussi te dira que je suis très fort parce qu'il a construit de belles maisons, de très belles maisons même. Et la maison étant un élément de la culture, définit aussi l'identité de l'homme. Donc l'homme, ici, le maçon, il développe son estime à partir de sa construction. Le tailleur peut aussi, je ne sais pas, coudre un habillement extraordinaire. Les gens disent que oh, c'est très joli, mais il est content. Donc son identité s'associe aussi, se définit à partir de sa création. Le prof aussi peut dire, on peut dire que tel prof, il est bien, lié à quoi? Peut-être à sa pédagogie, son explication, au verbe facile. Donc le langage qu'il utilise est peut-être accessible par tous les élèves. Et donc du coup, l'homme aussi se définit par son langage. Et on peut aussi synthétiser les deux en même temps. Donc tous les arguments sont là.
Et maintenant, avant de continuer, j'aimerais d'abord demander votre avis sur tout ce que nous avons eu à faire. Maintenant, vous avez la parole, mes très chers élèves. Je commence par répondre d'abord par la question de Ndeye Diop Choi. Qu'est-ce qu'on entend par nature extérieure et intérieure? Quand je dis nature extérieure, je fais allusion à tout ce que nous avons trouvé sur place, comme par exemple le ciel, l'eau, la nature extérieure, quoi, en fait. Tout ce que l'homme a trouvé sur place, comme le ciel, l'eau, la terre, les planètes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est extérieur à nous. Quand je dis intérieur, je fais allusion à nous-mêmes. Toi, par exemple, tu as des éléments de la nature. Tu es doté d'une oreille, des oreilles, de la bouche, la tête, et ainsi de suite. Ça, c'est interne en toi, en fait. Donc, c'est ça que je veux dire par externe et interne. Khadija Diouf, vous avez la parole. Oui, quelle est la différence entre l'homme et la nature? Quelle est la différence entre l'homme et la nature? Oui, Je dirais, l'objectif, ce n'est pas de poser une telle question. Parce que si vous vous dites quelle différence existe entre l'homme et la nature, ce n'est pas l'objectif du cours. Ou encore, ce n'est pas l'objectif visé dans votre programme. Le but, ce n'est pas de différencier l'homme forcément de la nature. Parce que l'homme est un produit aussi de la nature. Vous comprenez? oui, oui. L'homme est un produit de la nature. Il est aussi un être culturel. Il est un produit de la nature parce qu'il a été créé. Il ne s'est pas créé. D'où un élément de la nature. Il est un être culturel parce que lui aussi, il a créé. Donc, ce qu'il a créé, c'est ce que nous appelons culture. Puisque lui aussi, il a été créé et qu'il a trouvé des choses qui ont été créées, ça, on l'appelle nature. Donc, et nature, tout ce que l'homme a trouvé sur place, y compris lui-même. Et culture, tout ce que l'homme a créé. Donc, différence entre l'homme et la nature n'a pas trop de sens, en ce sens que l'homme lui-même, c'est un produit de la nature. Voilà pourquoi le problème de ce sujet. Est-ce que l'homme est-il seulement ce qu'il a été et ce qu'il a trouvé ici sur place? Ou encore, il est aussi ce qu'il a créé. Est-ce que ça va, Khadija Diouf? Oui, ça va, oui, ça va. D'accord. Y Merci. a-t-il d'autres questions? Sona qui dit, pour la problématique, est-ce que nous pouvons dire, allez-y. Sona, il faut terminer. La phrase est incomplète. Ou la question. Vous n'arrivez pas à avoir le son. Ça va maintenant. Celui qui vous posait la question n'a qu'à lever sa main. D'accord. Khadi, allez-y. Khadi, Madame Sek. Nature, Oui, nous vous écoutons. nature extérieure et nature intérieure sont les mêmes ou pas? Sont les. Même ou pas? Bon, d'accord. On va laisser. Je vais vous simplifier. C'est moi qui ai juste dit nature extérieure et intérieure. Tout est nature, quoi, en fait. Quand je dis nature extérieure, ça veut dire la terre, le ciel, l'eau, les planètes. Ça, c'est extérieur par rapport à nous en tant qu'hommes. Quand je dis intérieur, c'est tout ce qui se trouve en nous en tant qu'hommes, ce dont nous sommes équipés. Voilà pourquoi je parle d'interne et externe. Mais tout ça, ça renvoie à la nature. Donc, pas la peine de vous fatiguer là-dessus. La nature, c'est nature. Tout ce que nous avons trouvé sur place. C'est bon? Oui, merci. D'accord. Ndei Diop Choi, nous vous écoutons. Khadija Diop, allez-y. Khadija Oui, Diop, oui. oui, bonjour. Demandez, dans ce sujet, pour chercher une citation, Oui, donc on doit chercher une citation qui parle seulement de la nature de l'homme ou bien de la nature et de la culture. dans le développement. Une citation pour l'amorce. Pour l'amorce. Oui. Bon, vous pouvez chercher une citation qui parle de la nature. Vous pouvez chercher une citation qui parle de la culture, mais dans ce cas, vous allez mettre un connecteur qui montre l'opposition. Euh, Vous comprenez? oui, oui. Par exemple, vous pouvez donner une citation qui parle de la culture. Après, vous dites, cependant, cette citation ou bien ces propos de tel sont en opposition par rapport à certaines thèses. Car, pour certains, l'homme se définit par sa nature. Oui, je vois. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, je vois. Voilà. Alors, qui d'autre a une question? Mam Diao, oui. Mam Diao, allez-y. Mam, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous avez tout votre temps. Dans l'amorce du sujet. Comment? Dans l'amorce du sujet. Oui.
Quand on choisit une citation, Oui, après avoir mis la citation, on explique, ou bien? oui. Ok. Donnez une citation quelconque, je vous l'explique. Comme par exemple, Rousseau, Jean Oui, Rousseau. oui. L'homme n'est-il bon ou mauvais? L'homme n'est-il bon ou mauvais? Oui. L'homme est-il bon ou mauvais? Il n'a pas fini, hein? Il a continué. Ce n'est pas ça sa thèse. Rousseau, il dit que l'homme est un zoom politikon. C'est un animal politique. Oui, Au-delà d'être oui. un être un être animal, il est aussi un être social. C'est un animal politique. Voilà pourquoi il dit, tout homme capable de vivre en dehors de la société, il est soit un dieu, soit un... Terminé? Qui se rappelle de ça? Aminata Gueye, Mam Diao, allez-y. Tout, oui, tout homme qui est capable de vivre en dehors de la société, il est soit un dieu ou bien il est un psychopathe ou un narcissiste. Parce que pour dire avec Rousseau que effectivement, l'homme ne peut pas aussi vivre en dehors de la société. Et donc, dans ce travail précis, vous pouvez évoquer effectivement la conception de Rousseau qui définit l'homme comme étant un être culturel. Mais vous mettez un connecteur qui montre l'opposition. Par exemple, une fois cité cette citation, vous allez dire, ces propos de Rousseau mettent en évidence ou définissent l'homme en tant qu'un être culturel. Ces thèses semblent être remises en cause dans la mesure où il y a des perspectives qui définissent ou des théories qui définissent l'homme comme étant un être animal. Est-ce que vous comprenez? Oui, Mme Diao, allez-y. Amina Gueye se prépare. Par rapport aux différents éléments que je viens d'énumérer dans l'introduction, est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent avant de continuer? Aminata Gueye. Donc, juste un petit rappel, je vous ai énuméré les éléments de l'introduction. Je vous ai parlé de l'amorce. Khadija Diouf, d'accord, vous avez la parole. C'est le moment de parler parce qu'au moins ça me permettra d'avancer. Khadija Diouf, allez-y. J'ai des problèmes pour faire la problématique. Vous avez quel problème, à quel niveau exactement? La problématique. À quel niveau? La problématique. Oui, dans la problématique, il y a différents éléments. Ou bien c'est sur toute la problématique. Oui, sur toute la problématique. D'accord. Qu'est-ce qui vous pose problème à ce niveau? Genre, par exemple, dans mes devoirs, Oui. si je fais la problématique, mon professeur dit que c'est bon pour traiter la première partie ou la deuxième partie, Il mais ce dit n'est pas quoi? sûr. Il dit quoi? Il dit que cette question pourrait servir à argumenter dans la première partie, mais pas suffisant pour faire une problématique. Ok. Donc, comment tu arrives à faire ta problématique? J'interroge le sujet. Hein? Allez-y. J'interroge le sujet. Tu interroges le sujet Pour pour faire quoi? ma problématique. Comme par exemple, allez-y. Exemple, si on dit que le travail rend l'homme plus humain, Oui. je dis pourquoi le travail rend-il l'homme plus humain? Et c'est ça ton problème philosophique. Oui, oui. C'est ça le problème pour beaucoup d'élèves, en fait. Vous venez de pointer du doigt là où ça fait mal. Très souvent, beaucoup d'élèves passent à côté à cause de ça. En fait, c'est une manière de... Retenez bien ceci. Voilà pourquoi je vous ai donné la parole. Pour régler ce problème-là une bonne fois. La thèse ne peut jamais être un problème philosophique. Jamais. Souvent, vous avez l'habitude, après avoir posé le sujet, vous le reformulez. Donc, la phrase de la reformulation est identique avec le sujet. Vous venez encore au niveau du problème, vous prenez la même phrase, vous cherchez son synonyme et vous en faites un problème. Donc, vous avez trois phrases identiques. Ce n'est pas possible. Le problème, la phrase du problème, de la reformulation du sujet et le sujet lui-même sont identiques. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, encore une fois, je le dis, c'est une question neutre. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. C'est une question neutre. Par exemple, le sujet que vous venez d'avancer, de formuler là, le travail rend l'homme plus humain.
Hein? Rend-il l'homme plus humain, oui. Rend-il l'homme plus humain? Oui, si on transforme cette interrogation, on a le travail rend l'homme plus humain, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais maintenant, pour trouver le problème philosophique, comme tu l'as dit, il faut interroger le sujet. De quoi il est question? Dans ce sujet, il est question, vous pouvez dire soit du rapport entre le travail et l'homme, soit vous pouvez dire il est question du rôle du travail par rapport à l'homme, ou encore de la valeur du travail par rapport à l'homme. Alors, le problème sera le suivant. Puisque j'ai dit, quand tu trouves le thème, tu transformes le thème sous forme de question. Dans ce cas précis, l'exemple que je viens de vous donner, quel est le problème dans ce cas? Comment vous allez le formuler? Je dis, pourquoi dit-on que le travail rend-il l'homme plus humain? Non, j'ai dit, bon, on fait doucement, je vous explique. Et ça permettra aux autres de comprendre. Hadizatou Diouf, Hadizatou, Oui, oui. suivez-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras aucun problème à formuler un problème philosophique. Retenez bien ceci. Un, quand on me donne un sujet, je transforme l'interrogation en affirmation. Par rapport à l'exemple que tu viens de donner, transforme l'interrogation en affirmation, tu auras quelle phrase? Le travail rend l'homme humain. Rends l'homme humain. Bravo. Maintenant, deuxième étape. Comme tu viens de le dire, on va s'interroger sur le thème du sujet. Dans ce sujet, il est question de quoi? Il est question de savoir si le travail rend l'homme plus humain. Non. C'est là ta première erreur. Donc, ça, c'est à rectifier. Désormais, ne procède pas ainsi. Si tu dis, il est question de savoir si, non. Enlève le si, cet adverbe d'intensité. Là, il faut plutôt raisonner comme suit. Il est question ici du rapport entre le travail et l'homme. Ou bien tu dis, le thème ici, c'est la valeur du travail par rapport à l'homme. Ou bien le rôle du travail par rapport à l'homme. Ou encore l'apport du travail par rapport à l'homme. Donc, c'est ça le thème. Encore une fois, le thème ne peut jamais être la thèse. La thèse là, le sujet qui vous a été donné, quand tu le transformes en affirmation, tu as la thèse. Et dis-toi, cette thèse découle d'un problème bien défini, d'un thème bien précis. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Maintenant, à partir des différents thèmes-là que je viens de te donner, formule-moi ça sous forme de question. Choisis un. J'ai dit soit, tu peux dire dans ce sujet, il est question du travail, du rapport entre le travail et l'homme, ou bien tu dis comme thème, il est question du rôle du travail par rapport à l'homme. Maintenant, choisis une de ces phrases et transforme-moi ça sous forme de question. Reza Diouf, Oui, je suis là. maintenant, transforme-moi cette phrase-là en question. Quelle phrase? J'ai dit, dans ce Oui. sujet, il est soit question, vous pouvez dire, il est question du rapport entre le travail et l'homme, ou bien tu dis, il est question du rôle du travail par rapport à l'homme. Maintenant, choisis un de ces thèmes, tu le transformes sous forme de question. Euh, Existe-t-il un rapport entre le travail et l'homme? Y a-t-il un rapport entre le travail et l'homme? Oui. Ça, c'est le problème. Ou encore, tu dis, quel est le rôle du travail par rapport à l'homme? Est-ce que tu comprends maintenant? Oui, merci beaucoup. Maintenant, c'est ça le problème. Maintenant, à partir de ce problème, tu formules la question de la thèse et de l'antithèse. Quand tu dis, quel est le rôle du travail par rapport à l'homme? Une des thèses peuvent être formulées comme suite. Le travail rend l'homme plus humain. Quelqu'un d'autre peut dire, pour moi, le travail aliène l'homme ou encore le déshumanise. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends bien. Mais ce problème-là, ce n'est pas ça que vous allez développer. Dans le développement, vous n'allez pas répondre à la première question. Parce que c'est ça la question d'ouverture. Ouverture parce que ça nous permet d'ouvrir le débat. C'est une question qui ouvre le débat, qui fait appel à plusieurs points de vue, à plusieurs perspectives. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant, je pense que tu n'auras plus un problème sur ça. Non, non, merci beaucoup. Voilà. Alors, euh, qui d'autre? Utilisateur de Zoom? Qui écrit ça? Utilisateur de Zoom? Ok, d'accord. Nous vous écoutons. Ok. Euh, comme votre ami vient de le dire, en fait, souvent, vous avez des problèmes à ce niveau-là. Voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté. Et encore, Hadizatou,
pour vous faciliter la tâche, encore une fois, il faut créer le compte. J'ai traité le sujet, il y a un exemple de correction qui est là. Il suffit juste de consulter le modèle et tu verras. J'ai détaché tous les éléments afin que vous puissiez mieux comprendre. Est-ce que quelqu'un a d'autres soucis aussi par rapport à la problématique? Parce que, et pourquoi j'insiste beaucoup sur l'introduction? C'est le noyau du travail. Si votre introduction n'est pas bonne, vous avez raté la moyenne. Voilà pourquoi je prends mon temps pour au moins vous faciliter la tâche au niveau de l'introduction. Si l'introduction est maîtrisée, c'est fini. En fait, je voudrais savoir Oui, euh, si la nature humaine est-elle universelle ou bien ça varie d'un individu à l'autre. d'accord. Je vais répondre à cette question en vous posant une question. On est d'accord? On est d'accord, Oui, hein? Ok. Ok. Est-ce que euh, vous avez des oreilles, non? oui, Est-ce que un de tes parents qui est en France ou bien, je ne sais pas où, a des oreilles aussi? oui. Alors, est-ce que c'est l'homme qui a créé ses oreilles ou bien il est né avec? L'aîné avec. Alors, dans ce cas, est-ce que les oreilles sont universelles ou relatives d'un individu à un autre? Je ne parle pas de la taille ou de la forme, mais les oreilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles et d'autres qui n'en ont pas? Je pense que tout le monde a des oreilles. Dans ce cas, la question, si la nature est universelle ou pas, elle est universelle. D'accord. C'est ça. Alors, y a-t-il d'autres questions? Mam Hmm. Diao, oui. Mam Diao, vous avez la parole. Monsieur, Oui. au niveau de la problématique, Comment? Oui, au niveau de la problématique. on doit forcément faire, comment dirais-je, la synthèse. Non, ce n'est pas une obligation, une recommandation. Mais Oui. parce que chaque sujet que je donne ici, c'est pour encore revenir sur le cours, pour vous expliquer les différentes thèses ou perspectives qui ont été avancées par rapport à la problématique de votre cours. Dans votre cours de terminale, le chapitre intitulé Nature et culture a opposé des penseurs et ces penseurs ont avancé ou formulé des perspectives différentes. Une des perspectives, dans l'analyse du rapport entre la nature et la culture, disent que comment l'homme se définit par la nature. Une autre perspective dit que l'homme se définit par sa culture aussi. Et notre troisième perspective dit que l'homme, il est à la fois un élément de la nature, mais aussi un élément culturel. Donc, pour la problématique, voilà pourquoi j'ai choisi les trois thèses. Mais quelqu'un peut se limiter uniquement à la thèse et à l'entité, c'est-à-dire démontrer en quoi l'homme serait un être naturel, un être animal, et dans la deuxième partie, en quoi l'homme serait aussi défini par sa culture. Maintenant, notre élève audacieux peut définir l'homme comme à la fois un être animal, mais aussi culturel, d'où l'hypothèse d'un être culturel. Et donc, je pense que la pertinence de ce sujet, et d'ailleurs même dans le domaine 2, le plan du cours est très clair. Hein. Souvent, il y a des plans qui sont là, des voies qui sont là, hein, déjà tracées. Et donc, je ne vois pas l'importance de traiter ce sujet sans parler en dernier recours ou démontrer en dernier recours que l'homme est un être bioculturel. C'est l'une des thèses audacieuses. On sait qu'aujourd'hui, on est certes des hommes, comment, des êtres de la nature. En ce sens que par nature, j'entends par là tout ce que nous avons trouvé sur place, y compris nous-mêmes. Tout ce que nous n'avons pas créé en tant qu'homme est appelé nature. Et tout ce que l'on a créé est appelé culture. Donc, on est à la fois ce qu'on n'a pas créé en ce sens qu'on l'avait trouvé ici en lieu et place, mais aussi on est des êtres culturels dans la mesure où on a aussi créé des choses qu'on a rajoutées dans la nature. Et donc, on est à la fois des êtres naturels, animaux, mais aussi des êtres culturels. Est-ce que ça va? Ndei, Diop, Choi, est-ce que ça va? Avant d'annoncer la thèse, bonsoir. Oui, bonsoir. Avant d'annoncer la thèse, Mhm. on nous recommande de faire une petite argumentation. Dans le développement. Dans le développement. Oui, non, non, dans l'introduction. Avant d'énoncer la thèse, on vous demande de faire une argumentation. Oui, une petite argumentation. Donne un exemple. Par exemple, dans ce sujet-là, l'homme, Oui, on, se- oui. par exemple, tu dis que l'homme étant une être qui se définit.
Euh, je vous précise, pour vous faciliter la Mhm. tâche. Ouais. Dans l'introduction, Oui. on ne développe pas. Ok. C'est dans le développement. Par exemple, avant d'expliquer, de démontrer la thèse, vous pouvez faire une phrase Mm. d'introduction, Oui. mais pas dans l'introduction. L'introduction, ce n'est Mm. pas le lieu où l'élève développe. Vous pouvez consulter tous Ok. les manuels de philosophie. Vous ne verrez jamais où il a été écrit dans l'introduction qu'il faut développer. Je parle de la dissertation en philosophie, classe de terminale. Philo. Ok. Donc, il y Ok. a des gens qui nous suivent en ligne. Je le dis et je le réitère. Il n'est écrit nulle part dans aucun manuel. Et d'ailleurs, l'un des manuels les plus célèbres, c'est celui de Jacqueline Russe. À défaut de ça, il y a le manuel de Madame Ramatoulaye Diagne-Meng, qui est vivante, hmm, qui m'a enseigné moi-même en licence 3 de philosophie logique. Il y a Ok. aussi d'autres ouvrages de manuels de philosophie, celui de Kitan. Il y a l'ouvrage de Fatoumata Tako Silla, une grande sœur à nous, Ok. qui est là aussi. Il n'est écrit nulle part que dans l'introduction qu'il faut développer. Et donc, si vous l'avez vu quelque part, veuillez me passer la source, mais je n'ai jamais vu pour l'instant où il a été écrit dans un Mm. manuel de philosophie que dans l'introduction, il faut développer. Dans le développement, pour démontrer la thèse, bien sûr, on peut faire recours à une phrase d'introduction. Ok, Alors, je comprends. utilisateur de Zoom, vous avez une autre question? Oui, en fait, Oui, je allez-y. voudrais savoir Oui. si l'homme a-t-il Oui. une liberté de choix ou il est simplement un produit de sa nature et de son environnement? Si l'homme, A-t-il une liberté de choix oui. ou il est simplement un produit de sa nature et de son environnement? D'accord. Je vais répondre à cette question en faisant recours en tendant la main à Jean-Paul Sartre, dans son livre intitulé L'existentialisme est un humanisme. L'homme, il est un être de la nature, certes, mais il a le libre arbitre qui lui permet de faire des choix. Et c'est à partir de cette liberté qu'il a créé des choses. C'est à partir de cette liberté qu'il a créé, qu'il a fait des inventions. Et donc, c'est à partir de cette liberté que la culture a vu le jour. L'homme, il est libre, il se sert de son libre arbitre pour créer, pour inventer. Et donc, la liberté, effectivement, oui, est un élément fondamental, étant naturel, qui permet à l'homme, effectivement, de créer. Et donc, là, il n'y a pas de culture possible sans liberté. Donc, à la question, s'il est à la fois un être, étant donné qu'il est un être de la nature, est-ce qu'il a la liberté de choisir? Oui, oui, parce que il y a aussi ces thèses-là qui s'affrontent, ce qu'on appelle le déterminisme et le fatalisme, ou encore, on peut parler du libre arbitre. Le déterminisme qui est en opposition avec le libre arbitre. Dire que l'homme est un être déterminé par les lois de la nature ne signifie pas qu'il n'a pas, pour certains auteurs, encore une fois, qu'il n'a pas de choix, comme Jean-Paul Sartre. Il est un être de la nature, en ce sens qu'il est déterminé par des lois de la nature, thèse que va défendre l'évolutionnisme, comme Darwin. Mais en même temps, étant donné qu'il est un être de la nature, il est doté aussi d'un libre arbitre. La nature lui a équipé un outil essentiel qui lui permet de faire des choix, qui lui permet de changer le cours des événements. Est-ce que tu n'as pas le choix de poser une telle question parmi autant d'autres? C'est la Si, question que je te pose. Utilisateur de Zoom, je te pose cette question. oui, Parmi, j'ai pas parmi toutes bien les questions, entendu. n'est-ce pas, tu as choisi de poser une telle question? Oui, Ah voilà, vous êtes des nés de la nature, mais en même temps, on a ce pouvoir, on a cette faculté qui nous permet de faire le choix. Et c'est la position que va aussi soutenir Jean-Paul Sartre. L'homme, il a une entière responsabilité par rapport à ses actes, par rapport à ses choix. Donc, thèse sur laquelle l'homme comment, est né bon, il devient méchant par la, avec la société. C'est Sartre, non. C'est lui-même qui a choisi. Parce qu'il connaît le bien et le mal, d'autant plus qu'il est doté d'une faculté, le libre arbitre. Et donc, tout ce qu'il fait, il est entièrement responsable. oui, Alors, maintenant, je vais vous expliquer la conclusion. Pour le développement, comme je vous l'ai dit encore une fois, dans la première partie, il sera question de développer effectivement en quoi l'homme serait effectivement un être Ndei Diop, Ndei Diop Choi. Ça sera après Mohamed Chao.
encore une fois, vous me facilitez la tâche en posant des questions sur ces éléments-là. Parce qu'il faut qu'on les règle une bonne Est-ce fois. qu'on peut, vous m'entendez? Oui, oui, Est-ce qu'on peut dire que la culture oui. libère l'homme de l'animalité? Oui, c'est possible. Et Ouais. quand vous dites ça, quels sont les arguments que vous avancez? Parce que à travers la culture, Oui, l'homme transforme la nature. l'homme. L'homme transforme la nature par le biais du travail. Ah oui, Et les effectivement, animaux. c'est cette particularité-là que l'homme a. Voilà pourquoi souvent on considère que la culture même est une négation de la nature. La culture transforme la nature. C'est le concept approprié que l'on utilise en classe de terminale. Est-ce que la culture finalement ne devient pas une négation de la nature? Bon, un exemple sur nous-mêmes. Aujourd'hui, si on vous demande au fond de vous, est-ce que vous êtes fier de votre propre forme? Est-ce que vous êtes fier de votre physique? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer en vous-même? Peut-être certains diront, moi je veux transformer mon nez, quelqu'un ma bouche, ou bien mon teint, et ainsi de suite. N'est-ce pas pourquoi aujourd'hui il y a énorme, la chirurgie est développée? Combien de problèmes ont eu lieu ici au Sénégal? Certaines femmes, pour ne pas dire toutes les femmes, qui cherchent même à dénaturer leur nature biologique, effectivement, le teint, en changeant leur forme, leur physique. Vous m'excusez pour le terme, mais les hanches aujourd'hui, beaucoup de filles s'investissent beaucoup, investissent énormément d'argent, de ressources matérielles, uniquement pour avoir un joli physique. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans un monde où nos efforts, nos énergies sont convergés vers le matérialisme, vers le physique excessif. On va changer notre hanche, on va changer notre nez, on va changer nos joues, on va changer, changer, changer. Et donc, l'élément qui nous permet de changer ça, la chirurgie, c'est la culture. Et donc, dans ce cas, la culture nie notre nature biologique. Est-ce que vous voyez maintenant? Et donc, on est en train de menacer la nature. Et d'ailleurs, même avec la question de l'écologie, ce sont des questions qui sont en actualité. Aujourd'hui, notre écologie est menacée. À chaque fois que des astronomes envoient des engins spatiaux dans l'espace, mais il y a des pollutions. Et ces pollutions-là détériorent la nature. À chaque fois que nous coupons les arbres, mais la nature, elle est menacée. Voilà pourquoi souvent aussi, il y a des tremblements de terre, il y a énormément de choses. Parce que la nature se sent menacée, la nature aussi rêve, se révolte. Et il y a la rareté d'énormément d'espèces. Pourquoi? Parce que l'homme abuse, transforme la nature. Il ne voit pas la nature comme étant son prolongement, comme étant son interlocuteur, mais il voit la nature comme ça, comme son ennemi, comme l'élément auquel il faut se servir pour sa survie uniquement. Donc là aussi, ça pose problème. Est-ce que maintenant vous comprenez? Ndey Diop, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Alors, vous avez compris maintenant. Oui, j'ai compris. D'accord. Mohamed, ciao. Mohamed, vous avez la parole. Je vois, il y a beaucoup de questions. Mohamed, d'accord. Je donne la parole à Mam Diao maintenant. D'accord. Juste accordez-moi 7 minutes. Je vous donne les règles de la conclusion et après je vous redonne la parole. Ça me fait plaisir que vous posiez tant de questions parce qu'au moins ça nous permet de régler des choses. Pour la conclusion, soyez juste attentifs. Encore une fois, il y a des règles pour bien réussir sa conclusion. Quelles sont les règles? Premièrement, on vous dit dans votre conclusion, obligatoirement, la première étape doit être le bilan. Faites le bilan. Mais que faut-il entendre par bilan? Quand on parle de bilan, référez-vous directement au plan de votre introduction. Référez-vous à ça. La question de la thèse que vous avez formulée, de l'antithèse, si possible la synthèse. Ce sont ces éléments-là qu'il faut nous résumer par ordre. Comment? Exemple, vous dites en résumé, virgule, sur, sur la question de la nature de l'homme, il convient de noter que, d'une part, l'homme se définit comme un être animal, mais d'autre part,
on constate qu'il est aussi un être, qu'il est aussi un être culturel. Mieux encore, mieux encore, selon, mieux encore, selon d'autres perspectives, l'homme est défini comme un être bioculturel. Là, vous voyez, j'ai fait le bilan des différentes thèses qui ont été avancées. J'ai mis en premier lieu la thèse, deuxième lieu l'antithèse et en troisième lieu la synthèse. C'est ça qu'on appelle le bilan. Voilà pourquoi il y a une relation directe entre l'introduction et la conclusion. Je m'explique. Quand le correcteur, le jour du bac, prend votre copie, il lit l'introduction. Directement, il peut aller dans la conclusion, voir est-ce que les questions ou les thèses que vous avez avancées dans l'introduction, vous les avez respectées dans la conclusion. Est-ce que c'est par ordre? Est-ce que vous avez abordé autre chose que ce que vous avez mentionné dans l'introduction? Si vous avez avancé autre chose que ce que vous avez mentionné dans l'introduction, mais ça ne va pas. Et donc, on voit la cohérence, on peut mesurer la cohérence de votre travail à partir de l'introduction et la conclusion. Puisque quand on dit conclure, on conclut les grandes idées et on doit trouver ces grandes idées par ordre. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le bilan. Après avoir fini le bilan, nous vous demandons de donner votre point de vue. Et pour donner votre point de vue, ne dites pas d'après moi ou je pense que non. Utilisez des formules comme en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, virgule, ou bien d'après nous, ou bien selon nous, ou bien pour nous. Il y a énormément de problèmes de formules. En ce qui nous concerne, l'homme est, en ce qui nous concerne, l'homme a une double nature. A une double nature. Et donc, et donc toute tentative de vouloir, de vouloir le réduire, de vouloir le réduire, soit à la nature animale, à la culture, ne serait, ne serait qu'une réduction. Là, vous avez donné votre point de vue. Pour moi, l'homme ne doit pas être défini ni exclusivement par sa nature animale, ni exclusivement par sa culture. L'homme, il faudra le concevoir comme à la fois un être animal, mais aussi un être culture. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces deux pensants, ou encore, ce sont ces deux pensants qui le définissent. On ne peut pas le réduire uniquement à l'état de nature dans la mesure où il a déjà créé. On ne peut pas le réduire à une simple culture parce qu'il a trouvé en Dieu et place des choses qu'il n'a pas créées. Par conséquent, ce qu'il peut faire, ce que nous pouvons faire, c'est de dire, c'est ma position. Ce qu'on peut faire, c'est de dire qu'effectivement, c'est la somme de ces deux que nous pouvons définir l'homme. Ça, c'est ma position. Mais maintenant, troisième étape de la conclusion, perspective. Un petit conseil. La perspective n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de formuler une question qui découle du sujet, alors, vaut mieux se limiter uniquement à ces deux éléments de la conclusion, c'est-à-dire le bilan et votre point de vue. Donc, c'est ici que vous allez répondre au sujet qui vous a été posé. Vous voyez, ce n'est pas dans l'introduction ni dans le développement qu'il faut répondre, mais c'est dans la conclusion que vous allez donner votre position et, si vous voulez, argumenter. Donc, à la question, l'homme serait-il uniquement défini par sa nature? Selon nous, l'homme ne se définit pas uniquement ni par sa nature, ni par sa culture, mais il se définit par ces deux penchants, par ces deux éléments. Voilà pourquoi il doit être qualifié comme un être bioculturel. Donc, c'est dans la conclusion, effectivement, que vous allez formuler votre thèse ou encore votre point de vue. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre par rapport à cet exercice de dissertation philosophique. Alors, s'il y a des questions ou encore des contributions, le micro vous est ouvert. Encore une fois, pour ceux euh, qui chercheront le contenu du cours, il suffit de créer votre compte. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous voulez avoir du contenu, créez votre compte. Aujourd'hui, dites-vous, tous ces gens-là qui sont connectés, créez votre propre compte. Et là, vous aurez effectivement le contenu.
Le développement est là, je l'ai déjà expliqué. Tout est là dans le contenu. Créez votre compte et vous avez tout le support où j'ai détaillé les choses. Donc, le monsieur qui me pose la question, le développement, je l'ai déjà expliqué de manière avancée. Parce que ma préoccupation, c'est l'introduction et la conclusion d'abord. Pour le développement, je vous ai expliqué comment procéder. Encore une fois, dans la première partie, il sera question de démontrer en quoi l'homme serait un être animal et je vous ai donné deux courants philosophiques qui peuvent vous permettre de le développer. Vous pouvez faire recours à l'évolutionnisme. J'ai fait référence ici à Charles Darwin. Vous pouvez aussi faire référence à l'évolutionnisme. Là, je fais allusion effectivement à Jean-Baptiste Lamarck. Donc, vous avez ces courants philosophiques qui effectivement soutiennent que l'homme est un être animal. Et ils ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup. Et donc, ça, ce sont des courants philosophiques auxquels j'ai fait recours pour vraiment développer la thèse. Et pour l'antithèse, effectivement, dire que l'homme est un être culturel, vous pouvez aussi faire recours à Rousseau et énormément de penseurs. Et pour l'homme comme un être animal, il y a aussi, comment dire, le naturalisme. Et quand je parle de naturalisme, encore une fois, je fais allusion à Darwin. Donc, le naturalisme, il y a un courant philosophique appelé le naturalisme. Ce courant défend effectivement que l'homme est un élément de la nature. Et là, encore une fois, je vous ai donné l'exemple de Charles Darwin. Dans sa théorie de l'évolutionnisme, l'homme est déterminé par des facteurs environnementaux. Il est défini par son environnement. Et donc, le relativisme de l'identité de l'homme peut être expliqué, selon le naturalisme, par son environnement. Si on ne grandit pas dans le même environnement, il y a une forte chance qu'on n'ait pas aussi les mêmes comportements, les mêmes attitudes, habitudes. Ouais. Et donc, vous avez énormément de courants philosophiques pour développer ça. Dans la deuxième partie, démontrez-nous en quoi l'homme serait un être culturel. Et dans la troisième partie, vous allez nous développer comment l'homme, effectivement, est un être bioculturel. Donc, pour la conclusion, ce sont les deux parties qui sont nécessaires, le bilan et son point de vue. Pour la conclusion, ces deux éléments sont fondamentaux. La perspective n'est pas une obligation, mais une recommandation. Si vous pouvez la faire, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne la faites pas. Fanta Kanté, vous avez la parole. Fanta Kanté, vous avez la parole. Fanta? D'accord. On donne la parole à Wagé Sall. Fanta, allez-y. Oui, Fanta, nous vous écoutons. Je n'arrive pas à comprendre. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui. Pour la conclusion, Oui. après avoir dit en résumé, on doit dire tout ce qu'on a fait dans l'introduction, dans le développement ou pas? Non, juste uniquement pour faire réussir votre conclusion. C'est simple. Voilà, Hmm. voilà pourquoi on vous demande de faire des conclusions partielles. C'est l'ensemble de ces conclusions partielles-là. Ou D'ac- encore, pour vous faciliter la tâche, Oui. si vous voulez réussir votre conclusion, Hmm. regardez votre plan. Hmm. Préoccupez-vous toujours par la question de la thèse. Donc, la formule à retenir, c'est simple. Dans ma conclusion, Mhm. le premier élément du bilan, ça doit être la thèse. Le deuxième élément, l'antithèse. Si j'ai formulé la synthèse, ça doit être le troisième élément. Oui, et si le plan, il n'y a pas de thèse, antithèse, synthèse, c'est quoi? Donc, on va faire comment? Ah, non, le plan forcément doit être composé de thèse et d'antithèse. La synthèse, pas une obligation, mais obligatoirement, il n'y a pas de plan sans thèse, sans antithèse. D'accord, je comprends. Vous comprenez maintenant? Oui. Ah, voilà. Euh, Mme Diao? Oui, Oui, allez-y. dans l'introduction, Oui, Non. si on choisit de faire la définition, oui, comme par exemple dans ce sujet, oui. on doit définir l'homme et la nature seulement. Ah oui, mais Mm, aussi, vous pouvez y inclure la culture si vous voulez. ok. Sur la question de l'identité de l'homme, où l'homme a souvent été défini comme étant un être animal, dans la mesure où il est déterminé par les lois de la nature. Mais ce point de vue semble ne pas faire l'objet d'unanimité, en ce sens que l'homme, il est aussi défini
par sa culture. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la question suivante nous a été posée. Deux points. L'homme serait-il uniquement défini par sa nature? Est-ce que là, vous comprenez? Ça va, Mam Diao? Oui. Khadi Faye, vous avez la parole. Mam Diao, vous pouvez couper votre micro. Khadi Faye, vous avez la parole. Khadi Faye, vous avez la parole. Alors, utilisateur de Zoom, Oui. pas, puisque vous avez levé votre main, voilà pourquoi je vous donne la parole. Allez-y. En fait, je voudrais savoir si la nature humaine Oui. est-elle figée ou peut-elle évoluer au fil du temps? Alors, je vais vous répondre en vous posant aussi une autre question. Est-ce que, observez-vous vous-même d'abord, tel que vous vous percevez à l'élémentaire, est-ce que vous êtes aujourd'hui comme ça? Non. Ah, donc, vous avez changé ou pas? Oui, on a beaucoup changé. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, la nature est figée ou ça change? Puisque vous êtes Oui. un élément de nature. Et vous venez de confirmer que vous avez changé. Ou je dirais même évolué. Dans ce cas, est-ce que votre nature était figée ou bien a évolué? Ça a évolué. Alors, ça a évolué par quoi? Je dirais partout. D'accord. Et donc, vous avez la réponse par rapport à votre question. Et c'est une question qui est pertinente d'ailleurs. Notre nature évolue. D'où l'évolutionnisme d'après Charles Darwin dans son livre intitulé Origine des espèces par la sélection naturelle. Dans ce livre, effectivement, euh, Charles Darwin retrace l'origine de l'homme. Et d'après lui, les hommes au commencement, d'après ses commentateurs, étaient un singe. Les hommes étaient des singes. Et avec le temps, et le milieu, c'est-à-dire l'espace, ils ont évolué. Et aujourd'hui, tel que nous sommes, on a subi une évolution au cours du temps. On a quitté le stade de singe au stade d'humain. Et donc, il y a eu évolution. À la question, la nature est-elle figée ou pas? La nature évolue. C'est l'un des principes même de la nature, le changement. Par minute, tout bouge. Est-ce que ça va maintenant? Oui, j'ai compris. Alors, une dernière question. Fanta Kanté. Fanta Kanté, vous avez la parole. Ndeyop Choi. Allez-y. Est-ce qu'on peut dire, Mhm. seule la culture différencie l'homme de l'animal? C'est aussi une perspective qui a été avancée. Si l'homme se Ok. distingue de l'animal, c'est parce que c'est lié à sa culture. Autrement dit, sa capacité à créer, à transformer et à inventer. Ouais. Alors, la question suivante m'a été posée. Le travail est naturel ou culturel? Alors, Ndeye Diop, Choi, je vous pose cette Ouais. question que Oui. Hadi Maram m'a posée. Le travail Mhm. est naturel ou Mhm. culturel? Le travail est culturel Pourquoi? parce que c'est l'homme qui l'a créé. Merci. Et donc, oui, c'est une position, mais aussi, il y a une thèse, hein, du point de Ouais. vue des religions. On peut dire aussi que le travail, c'est une obligation ou c'est une recommandation même de la nature. Mais votre position, elle est pertinente. Le travail est culturel dans la mesure, dans la mesure où c'est l'homme qui a créé le travail. Et donc, Ouais. effectivement, oui, le travail est un élément de la culture. Mais maintenant, puisque vous savez, toute thèse peut faire l'objet d'une critique, on peut critiquer. Mais la thèse décisive, encore une fois, le travail est propre à l'homme. On peut même dire que les animaux n'ont pas de travail. Je dis, on peut dire, Ouais. cette thèse peut être critiquée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Par rapport à ce cours, à ce sujet de dissertation intitulé L'homme serait-il uniquement défini par sa nature? Je vous ai donné les éléments de l'introduction. Il y a Mam Diarra Bousso-Cham qui insiste. D'accord. Mam Diarra Bousso-Cham, vous avez vous avez la parole. Une dernière intervention. Bon, monsieur, en fait, moi, c'est pour contredire le fait de dire que les animaux ne travaillent pas. Parce Ah, que si on prend, en fait, l'exemple de l'oiseau qui construit son nid à lui seul, on peut pas, en fait, nier que c'est quelque chose. On peut pas, en fait, nier que c'est du travail. effectivement. Effectivement, on ne peut pas dire que vous avez tort, parce que voilà pourquoi j'ai précisé tout à l'heure.
parce que en fait, je ne suis pas là pour donner moi mon point de vue. Je vous expose juste les thèses. Mais ma thèse, moi, me concerne et je n'ai pas besoin de vous dévoiler ça ici. Il y a des thèses, comme je l'ai dit, il y a des critiques qui ont été faites par rapport à l'idée selon laquelle les animaux ne travaillent pas, les animaux ne créent pas. Donc ça, ce sont des choses. Parce qu'on suppose que ce que les animaux mettent en place comme élément n'est qu'une répétition, en fait. Le travail animal est un travail répétitif. Et donc, on ne peut pas le qualifier d'un travail. Et travail, du point de vue de l'homme, toute activité consciente. Parce qu'ils définissent le travail comme une activité consciente et non mécanique. Mais maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, d'un point de vue biologique, les animaux sont-ils dotés de conscience ou pas? Quand on prend l'exemple des dauphins, est-ce que les dauphins sont intelligents ou pas? Là, ce n'est pas un débat. Quand on prend la tortue de mer, quand on prend comment dire, les fourmis par rapport à l'ordre, par rapport à l'organisation. Et d'ailleurs, voilà pourquoi des tonnes de livres ont été écrits par Bernard Weber, un de ses ouvrages intitulé La Révolution des fourmis, hein, où l'auteur explore, nous raconte les mystères, l'invention des fourmis, la révolution surtout. Il nous demande même de s'approprier, de s'inspirer de la révolution des fourmis. Laquelle révolution se manifeste par la douceur. Et donc, les humains doivent s'inspirer de cette révolution des fourmis pour bâtir ou pour mener leur révolution qui ne doit pas se passer par la violence. Et donc, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses que nous pouvons avancer comme argument pour effectivement remettre en cause l'idée de vouloir ôter des animaux une intelligence ou encore le travail. Fanta Kanté, oui, c'est vraiment la toute dernière question. Fanta Kanté, ok, qui ne parle pas. Khadifai, Vous m'entendez? oui, nous vous entendons. J'ai dit que, Oui. vous m'entendez, monsieur? Oui, nous vous entendons très bien. J'ai dit que, pourquoi Oui, Sartre dit que l'existence précède l'essence? oui. Pourquoi cette citation de Sartre? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'existence précède. L'essence. Oui, pour Sartre, en fait, l'homme se définit par ses actes, en fait. Vous comprenez? Notre essence, Oui. c'est-à-dire notre nature, dépend de la somme de nos actes, de nos actions que nous posons. Ce sont nos actes, nos actions qui nous définissent. Donc, notre nature, ce qu'on appelle essence, c'est-à-dire la nature de l'homme se définit effectivement par ses actes, par ses actions. C'est l'ensemble de ces actes, de ces actions qui définissent encore une fois son essence. Voilà pourquoi il dit que l'existence précède l'essence. Alors, Mohamed Chao, oui, Oui, monsieur. oui. Est-ce que la synthèse comme complémentarité entre ces deux est Est-ce, obligatoire? est-ce que La synthèse est obligatoire. la synthèse, non, j'ai dit ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Une Mais si vous recommandation. avez une bonne formulation de synthèse, mais faites-la, parce que vous allez gagner plus de points. Donc, la synthèse doit être une complémentarité entre ces deux. Non, la synthèse, c'est une recommandation. J'ai dit, c'est une recommandation. Bon, si vous entendez par la complémentarité, c'est-à-dire résumer, euh, comment dire, réunir les deux positions, oui, effectivement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui par rapport à ce cours, effectivement, dont le but était de vous initier à la dissertation de la philosophie. Le cours prochain, on fera le commentaire. Je vais bientôt hein, envoyer le texte sur lequel nous allons travailler aussi. Alors, moi, le conseil que j'aimerais vous donner est le suivant. Faites tout pour vous inscrire en masse. Créez surtout un compte. Vous aurez tous mes contenus. Je traite tous les exercices de l'introduction jusqu'à la conclusion. Je vous donne tous les éléments nécessaires dans l'intégralité. Et les sujets que je vous donne sont uniquement des sujets de bac. Et donc, je vous demande encore une fois de créer vos comptes et vous allez recevoir le cours. Vous allez recevoir toutes les corrections. Mais aussi, ne soyez pas hypocrite. Partagez le lien avec vos amis. C'est l'essentiel. Parce que cette plateforme, encore une fois, est là uniquement pour régler, agir directement sur vos difficultés. On n'est pas là dans le cadre théorique. Comme vous venez de le voir, tout se justifie ici. C'est pratique. On n'est pas là dans l'abstraction, raconter des cours. Non, non, non. Ici, c'est l'exercice. Vous nous dites quel est votre problème, on règle ça. On est opérationnel sur ça. On est là uniquement pour ça. Ce que vous avez comme connaissance, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais les difficultés que vous avez. C'est ça qui intéresse cette plateforme-là. Elle est là uniquement, non pas pour agir sur votre connaissance, mais sur vos difficultés. C'est ça qui fait aussi la particularité de cette plateforme.
toutes les difficultés que vous avez, cette plateforme est là pour donner le maximum possible d'éléments afin que vous puissiez au moins résoudre ça et avancer. Donc, nous vous remercions et nous vous attendons à la prochaine. Vous aurez bientôt votre texte. Vous saurez ce que nous allons faire. Vous allez les lire et le jour J, on va exploiter les textes et vous allez voir que le commentaire philosophique n'est pas du tout compliqué. C'est accessible. Ça, la plateforme vous le garantit. Merci encore une fois. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.